les principaux aspects concernant les vascularites systémiques, en particulier leur classification, la façon de faire le diagnostic et la prise en charge de ces maladies. Les vascularites, en fait, font partie d'un groupe de maladies vasculaires. Et je préfère vous les présenter de façon globale pour que le concept de vascularite soit bien clair pour vous. Schématiquement, je pense qu'on peut parler de vasculopathie, de maladie des vaisseaux. Et pour que ce soit vraiment clair dans votre esprit, parmi les maladies des vaisseaux, il y a les maladies qui sont des maladies du contenu, c'est toutes les affections thrombosantes. Et en matière d'immunorhumatologie, vous connaissez une de ces affections thrombosantes, qui est le syndrome des antiphospholipides, où il n'y a pas d'anomalie de la paroi, mais véritablement une anomalie du contenu. De l'autre côté de ce spectre des vasculopathies, vous avez les maladies du contenant, les maladies de la paroi, et ces maladies de la paroi sont des maladies inflammatoires de la paroi vasculaire, et on les appelle, par définition, vascularites, le suffixe « it » démontrant le caractère inflammatoire de ces maladies. Vous voyez que de façon assez moderne et originale, j'ai mis entre les deux quelques affections qui ne sont pas véritablement des vascularites, qui sont des vasculopathies, qui ne sont pas des maladies thrombosantes. J'en citerai deux. La thrombangite de Burger, donc qui est considérée comme une vascularite, mais qui est une maladie tout à fait à part, ainsi que l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est aussi une maladie à la fois de la paroi et de la thrombose, mais qui est une maladie tout à fait originale, avec un tropisme pulmonaire, mais aussi avec une physiopathologie tout à fait propre. Donc le concept de vascularite, maladie du contenant, affection inflammatoire du contenant, facile à démontrer et à définir sur cette image classique, où vous voyez une paroi, la paroi de l'artère, au centre une petite thrombose, c'est une inflammation pariétale importante, faite de différentes cellules dont on reparlera, et qui caractérise vraiment la définition de la vascularite, inflammation de la paroi vasculaire. On se pose souvent la question de quelle est l'origine de ces maladies-là. Elles sont connues depuis longtemps, vous savez qu'il y a plein d'hypothèses en rhumatologie sur la nature historique de ces maladies. Mais souvent on pense que c'est M. Kussmaul-Meyer qui a décrit la première vascularite, qu'on a appelée périartérite noueuse, probablement à tort, parce que ce n'est pas une périartérite, mais plutôt une polyartérite, comme le dit sa publication Princeps, description d'un homme de 27 ans qui avait une forme tout à fait typique de polyartérite noueuse, mais cette première observation qui date de 1866 n'était pas la première. Quand on s'intéresse un peu à la littérature, on voit que 10 ans auparavant, un auteur anglais avait déjà décrit en fait une oblitération inflammatoire hémicorporelle chez une jeune femme qui était probablement, avec du recul, une analyse un peu historique de cette observation, une maladie, une vascularite de Takayasu. Donc vous voyez que la première observation est peut-être plus ancienne qu'on le croit. Et puis pour l'anecdote un peu historique, sachez que dans le papyrus d'Eber, qui est très célèbre, qu'on reprend souvent comme le premier document médical, il y avait déjà la description d'une purpura vasculaire des membres inférieurs. Bien sûr, le papyrus ne donne pas l'histologie de la maladie, mais vous montre que cliniquement, ce type d'anomalie existait déjà. Après cette petite note historique, un point pratique, quand faut-il penser à ces maladies? Et pourquoi faut-il y penser? Ce sont des maladies rares, je reviendrai sur les principaux chiffres épidémiologiques, mais il faut surtout y penser parce que c'est grave. Ce sont des maladies, probablement dans nos maladies inflammatoires en immunorhumatologie, c'est les maladies inflammatoires les plus sévères, c'est celles qui tuent encore. Une maladie de Wegener mal diagnostiquée ou non diagnostiquée est une maladie qui met en jeu le pronostic vital. Il faut le savoir, et c'est vrai en particulier quand on tient compte du délai d'intervention. Ce sont des maladies à bas bruit pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, mais quand elles atteignent leur phase explosive, ce sont des maladies qui vont très vite. Je ne prendrai qu'un exemple, une maladie de Wegener, une granulomatose de Wegener, le malade peut faire très rapidement une insuffisance rénale aiguë, une atteinte pulmonaire, une hémorragie alvéolaire qui le mène en réanimation. Et un malade chez qui on ne fait pas le diagnostic de vasculite systémique en réanimation est un malade intubé et qui décédera dans plus de la moitié des cas. Donc il faut savoir y penser, même si c'est rare, parce que c'est grave et que c'est potentiellement curable. C'est l'autre élément très important pour savoir y penser souvent. Leur rareté, en fait, est étayée de façon assez correcte maintenant en Europe et aux États-Unis sur des chiffres qui concernent essentiellement les 4 grandes vascularites, notamment celles qui s'associent aux anticorps anticytoplasme polynucléaire, j'y reviendrai. Ces 4 grandes vascularites qui sont la polyartérite noueuse, la polyangite microscopique, la maladie de Wegener et le syndrome de Sturge-Strauss ont été analysées dans différents pays européens et américains. Et vous voyez qu'on a une étude en France faite dans la région parisienne par l'équipe de Loïc Guivin qui donne l'expression de ce qu'est en fait la prévalence de ces vascularites en France et en Europe globalement. Et vous voyez que cette prévalence va, pour la plus rare de ces 4-là, de 11 à la plus fréquente d'entre elles, qui est la PAN 31,
31 sur 1 million d'habitants. Donc vous voyez que ce sont des maladies extrêmement rares en prévalence. C'est des données de prévalence. Voilà 4 vascularites systémiques rares. Si vous me posez la question de savoir quelle est la plus fréquente, c'est assez facile et les données sont concordantes. La plus fréquente de toutes ces vascularites, cette douzaine de vascularites, et reste la maladie d'Orton, avec une prévalence, vous voyez, comparée aux chiffres que je vous donne, qui est de 50 à 300 pour 1 million d'habitants. Donc la maladie d'Orton, pas une maladie très très fréquente, mais une maladie quand même qui est beaucoup plus fréquente que les autres vascularites systémiques. Quand faut-il y penser? C'est-à-dire quels sont les signes, et c'est très important pour un bon rhumatologue de savoir quand est-ce qu'il doit évoquer ce diagnostic de maladie rare, bien sûr. Alors je crois qu'il faut l'évoquer dans 4 situations. Situation clinico-biologique, en restant extrêmement simple. En cas de signes généraux, une altération de l'état général, éventuellement de la fièvre, c'est un signe d'orientation potentielle vers ce type de maladie. Ce n'est pas spécifique, bien sûr, mais c'est un élément important. Très souvent, comme manifestation inaugurale, des manifestations articulaires ou musculaires. Le plus souvent des arthralgies inflammatoires, plus que des arthrites, mais d'authentiques arthrites sont possibles, des myalgies, plus fréquents encore, souvent d'horaires inflammatoires, parfois un peu troublantes. Ça, c'est des éléments extrêmement importants parce qu'ils sont inauguraux. Les autres éléments importants pour ces maladies, comme élément inaugural, sont les lésions cutanées. Les lésions cutanées, je vais vous montrer quelques exemples, des lésions cutanées qui sont soit caractéristiques, soit beaucoup plus atypiques. Schématiquement, retenez 3 choses, le livédo, le purpura et des lésions cutanées infiltrées. Schématiquement, vous avez 3 choses qui doivent vous faire penser à une vascularite, je le répète, un livédo, pensez-y, je vous montrerai des images caractéristiques, un purpura infiltré des membres inférieurs, je vous rappelle, le purpura vasculaire dans sa définition, et des lésions cutanées infiltrées localisées. Dans ces 3 situations, vous avez des signes cutanés de ce type-là, associés ou non à ces autres manifestations, il faut y penser. Et dernier élément, parce qu'il est assez constant dans ces grandes vascularites systémiques, c'est une des caractéristiques de ces maladies-là, c'est d'être associé dans l'énorme majorité des cas à un syndrome inflammatoire biologique. Donc ça, c'est un élément tout simple dans le diagnostic. Il est très rare, en dehors de quelques formes cutanées particulières de PAN, d'avoir une vascularite localisée sans syndrome inflammatoire. Alors, quelques images pour vous faire l'œil un peu au diagnostic de ces maladies-là. Là, tout le monde voit cet aspect réticulé très particulier d'un livédo qui est révélateur d'une polyartérite noueuse. C'est probablement la vascularite dans laquelle ce signe clinique est le plus fréquent, mais il n'est pas spécifique. Un livédo peut également être révélateur d'une maladie, d'une vasculopathie thrombosante, d'un syndrome des antiphospholipides. Schématiquement, si vous retenez ces éléments-là, un livédo, je pense à une vascularite systémique de type PAN, et je pense à un syndrome des antiphospholipides, ça sera 2 bons réflexes acquis. D'autres exemples de vascularite, une vascularite digitale des extrémités, comme on voit souvent dans le lupus, une atteinte acrale parfois douloureuse. Des lésions beaucoup plus localisées, vous voyez cette petite lésion ulcérée, en fait, comme un petit ulcère supramalléolaire, avec bien sûr des lésions, on voit vasculaires de dermite ocre autour de cette lésion centrale, mais c'est tout à fait inhabituel d'avoir une lésion de ce type-là chez quelqu'un de relativement jeune, en l'absence de troubles vasculaires banales, en fait, d'artériopathie banale ou de maladies veineuses, notamment de varices. Donc pensez-y, sur des petits signes de ce type-là, il est beaucoup plus facile, bien sûr, d'évoquer une vascularite quand les signes cliniques sont spectaculaires, comme on le voit là, avec un purpura nécrotique, un purpura vasculaire infiltré, mais quasiment bulleux, tellement l'infiltrat est important. Ça, c'est une manifestation tout à fait caractéristique qui est l'expression, en fait, précisément pour ce malade-là, d'un syndrome de Gougeot-Segren, se manifestant donc par cette vascularite systémique inaugurale. Les petits ulcères dont je parlais, qui peuvent être révélateurs, des petits ou des gros ulcères suspendus, supramalléolaires, suspendus dans des zones inhabituelles. Là, c'est tout à fait caractéristique, révélateur d'une périarthrite noueuse, ou de temps en temps, et c'est un exemple, j'ai pris un exemple de lésion, entre guillemets, masquée, pensez à bien examiner les malades, et là, c'était une lésion ulcérée, périanale, en fait, révélatrice d'une granulomatose de Wegener. Pour dire le message sur cette diapositive, comme c'est une maladie systémique touchant beaucoup de vaisseaux, il faut examiner le malade, entre guillemets, de la tête aux pieds, et vous pouvez trouver des signes un peu particuliers. Et j'ai mis peut-être un dernier signe qui peut être intéressant, mais qui est rare, mais qui montre qu'il faut tout regarder, c'est la fameuse nécrose du scalp au cours d'une maladie de Horton, extrêmement rare, mais qui vous montre que le signe clinique va se trouver sur le trajet vasculaire de l'artère inflammée. Donc il faut vraiment avoir un examen très très systématique pour essayer de collecter tous les éléments qui permettent de faire le diagnostic de ces maladies.
La deuxième phase du diagnostic, après le signe d'appel, je répète, signe d'appel qui est soit le signe général, soit le signe cutané, soit le signe locomoteur ou le signe biologique. La deuxième phase du diagnostic est une phase en fait d'analyse de la phase d'état de la vascularite, entre guillemets le bilan d'extension de la maladie, comme on le ferait dans une pathologie tumorale. On essaie de savoir quels sont les dégâts collatéraux posés par l'inflammation vasculaire. Alors de façon extrêmement simple, si vous posez la question de façon théorique, c'est possible quasiment dans tous les organes. Je vous montre de façon un peu provocatrice le réseau veineux et le réseau artériel de notre organisme. Il y a des vaisseaux partout. Donc potentiellement, le tropisme de ces maladies vasculaires peut être extrêmement diffus. Mais ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. En l'occurrence, les vascularites ont un tropisme d'organes propre à certaines vascularites, ou en tout cas qu'on peut topographier. Et vous allez voir, je prendrai quelques exemples. Globalement, si vous voulez avoir une vue d'ensemble de ce bilan d'extension des vascularites, et notamment des éléments donc, qu'il faut évoquer et chercher, schématiquement, vous devez penser obligatoirement au poumon. Le poumon est une zone d'expression des vascularites, plus spécifiquement de certaines d'entre elles, et je pense à la granulomatose de Wegener, qui peuvent se manifester par des nodules pulmonaires, peuvent ressembler à des nodules rhumatoïdes d'ailleurs dans certains cas. Donc pensez au poumon, pensez aux nodules, pensez à l'infiltrat et pensez à l'hémorragie alvéolaire. Diagnostic assez souvent peu évoqué par le rhumatologue, un patient dyspnéique qui perd de l'hémoglobine dans un contexte d'altération d'état général, pour peu qu'il y ait un petit syndrome interstitiel ou alvéolo-interstitiel plus précisément, vous devez penser à l'hémorragie alvéolaire, qui est une complication grave, sévère, pouvant entraîner le décès du patient. Il faut l'évoquer vite, c'est un diagnostic d'urgence. Pensez au rein, et là c'est assez logique, et pensez en particulier à toute néphropathie glomérulaire. Donc, tout syndrome glomérulaire doit vous faire évoquer une vascularite. Pensez aussi, on l'oublie un petit peu, au tube digestif. Il y a un tropisme digestif avec des perforations, notamment dans la vascularite rhumatoïde ou dans la PAN. Pensez bien sûr au système nerveux central et périphérique. Central et périphérique, au cerveau. Une vascularite peut se manifester par un accident vasculaire cérébral inaugural, ou, c'est l'autre présentation assez classique, par une mononeuropathie multiplexe, ex-multinévrite. C'est deux grandes présentations des vascularites. Un malade avec un AVC inexpliqué qui n'a pas de maladie thrombosante, notamment de syndrome des antiphospholipides, vous devez penser, entre autres, à la possibilité d'une vascularite. Idem en cas de multinévrite. Donc il y a quelques réflexes à avoir. Bien sûr, il existe un certain nombre de situations un peu plus inhabituelles. L'épilepsie, la démence, il y a des tableaux de démence artériopathique liés à des maladies inflammatoires du cerveau, des vaisseaux du cerveau, mais c'est tout à fait exceptionnel. Poumon, rein, système nerveux central, système nerveux périphérique. Bien sûr, on retrouve la peau. Je l'ai montré en inaugural, mais on la retrouve à la phase d'état, et tube digestif. Je crois que c'est les éléments essentiels. Dans votre bilan d'extension, il faut le penser à ça. Il y a quelques localisations inhabituelles et qui sont propres à certaines maladies, et je rappelle des grandes choses, des choses fondamentales pour le diagnostic. L'atteinte ORL, notamment sinusienne, qui est très particulière et propre à la granulomatose de Wegener. Donc certaines vascularites ont des tropismes particuliers que vous ne retrouviez pas dans le schéma précédent. Elles ont leur originalité, notamment l'atteinte ORL du Wegener. Ce Wegener, qui se traduit plus classiquement, montre quelques images, par des lésions nodulaires pulmonaires, initialement des lésions pleines qui s'excavent secondairement et qui peuvent faire hésiter sur le plan diagnostique, hésiter notamment avec une tuberculose, hésiter avec des nodules rhumatoïdes, c'est déjà arrivé dans certaines situations. Bien sûr, quand le scanner vous montre des lésions aussi étendues, aussi importantes, traduisant une atteinte à la fois alvéolaire et interstitielle, je crois que le diagnostic est tout à fait clair. Il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Quelques vascularites ont un tropisme rénal, et je vous montre une complication qui est très particulière et très spécifique de la polyartérite noueuse, qui sont l'apparition de ces petits anévrismes dans le rein. Rappelez-vous cette complication-là. Cette maladie, qui est la polyartérite noueuse, n'existe presque plus. Elle a beaucoup diminué en prévalence ces dernières années, depuis qu'on vaccine contre l'hépatite B et depuis qu'on a sécurisé les produits d'origine sanguine. D'ailleurs, très étonnant, c'était la vascularite systémique la plus fréquente. Aujourd'hui, c'est le Wegener, probablement, dans ces grandes vascularites. Mais on voit encore quelques PAN, et une des complications des PAN, c'est ces petites lésions vasculaires anévrismales, qui d'ailleurs doivent vous faire rappeler qu'il ne faut pas biopsier un rein dans ce contexte-là sans avoir vérifié l'absence de ces lésions, en raison du risque hémorragique, bien sûr. Après, comment faire le diagnostic, comment faire le bilan d'extension? La question suivante, qui est une question un peu plus, j'allais dire, académique, mais qui est nécessaire quand même pour que les choses soient claires dans votre esprit, c'est qu'une fois que vous avez à peu près pressenti le diagnostic de vascularite systémique, sur tous les éléments que j'ai évoqués, c'est finalement comment classer la maladie, comment la
catégoriser. Comment dire que c'est plutôt un Wegener, plutôt une PAN, plutôt un purpura rhumatoïde. Alors pour ce faire, je vais bien sûr, ce n'est pas l'objectif de ce cours de vous énumérer les critères de classification de chacune de ces vascularites, mais plutôt de vous donner les outils pour le faire si vous en avez besoin. Vous voyez qu'il y a deux façons de faire, une façon très très académique qui sont d'utiliser les critères de classification de l'ACR, qui ont été édités pour 9 des grandes vascularites que je cite sur cette diapositive. Ça, c'est une façon assez académique qui ne permet pas le diagnostic, mais qui permet au moins sur le plan épidémiologique et de recherche clinique la classification propre de la vascularite. Il y a une façon beaucoup plus intelligente de classer ces vascularites, et les grands spécialistes des vascularites l'ont pressenti il y a une dizaine d'années, qui est de les classer de façon plus intelligente, plus pertinente, sur des éléments plus clinico-histologiques. Voilà cette fameuse classification de Chapel-Hill, et qui est très cohérente, très pertinente. En fait, elle classe les vascularites en fonction, dans un premier temps, en fonction du type de vaisseau lésé. Vous voyez que sur ce petit schéma, on va de la vénule, de la veine et de la vénule à la grosse artère. Et vous voyez par exemple que les vascularites qui touchent les petits vaisseaux, comme les vascularites leucocytoclasiques, sont des vascularites vraiment localisées aux capillaires et aux artérioles. En revanche, si je prends des vascularites, des gros vaisseaux, des très gros vaisseaux comme la maladie d'Orton, vous voyez que vous la retrouvez dans la partie gauche du spectre, ça touche vraiment les grosses artères. Entre les deux, entre les vascularites des petits vaisseaux et celles des gros vaisseaux, vous avez les grandes vascularites systémiques classiques comme le Wegener, comme la polyangite microscopique, qui sont capables de toucher un peu les gros vaisseaux, les vaisseaux de moyen calibre et les petits vaisseaux. Donc c'est assez pertinent parce que ça correspond assez bien à ce qu'on observe, c'est cette topographie de la vascularite en fonction du vaisseau qui a été lésé. Plus intelligent encore, c'est le deuxième niveau de classification, la classification de Chapel-Hill, qui part de la description que je viens de faire, vascularite des gros vaisseaux, des vaisseaux de moyen calibre et des petits vaisseaux, mais qui la sophistique en fonction de la typologie de chacune de ces 10 grandes vascularites. Vous voyez que dans les vascularites des gros vaisseaux, finalement, ce n'est pas très difficile, vous n'avez que 2 grands types de vascularites des gros vaisseaux. Vous avez d'un côté les vascularites granulomateuses, et vous voyez que cette classification maintenant introduit une deuxième notion qui est l'histologie dominante de la vascularite. Donc dans les gros vaisseaux, ce sont surtout des vascularites granulomateuses qu'on différencie en fonction de l'âge de survenue. Plus de 50 ans, moins de 50 ans. C'est peut-être un peu artificiel, mais retenez les choses, c'est assez didactique. Moins de 50 ans, c'est du Takayasu. Plus de 50 ans, c'est une maladie d'Orton. La ressemblance globale entre les deux maladies est importante, même si ce n'est probablement pas exactement la même maladie. Pour les vaisseaux de moyen calibre, vous voyez que là aussi, on a séparé de façon assez simple le tableau en 2 maladies différentes. 2 maladies qui sont des maladies complètement opposées, aussi bien sur le plan épidémiologique que clinique. Ce sont des vascularites nécrosants des vaisseaux de moyen calibre, l'une avec un syndrome cutanéo-muqueux et ganglionnaire. Je vous rappelle très brièvement ce syndrome cutanéo-muqueux ganglionnaire de la vascularite de Kawasaki, qui est une éruption palmoplantaire, une chélite, un énanthème, donc une inflammation de la bouche, du pharynx et des adénopathies, une maladie qui est souvent post-infectieuse, une vascularite post-infectieuse de l'enfant. Il y a quelques Kawasaki de l'adulte qui ont été décrits, notamment par nos collègues nantais. C'est très très rare. C'est une maladie de l'enfant dont la complication est la coronarite de l'enfant et dont le traitement spécifique, dernier renseignement sur le Kawasaki, sont les immunoglobulines intraveineuses, qui est carrément l'antidote anti-inflammatoire de cette maladie-là. Donc c'est ça qu'il faut la connaître. C'est une activité surtout de rhumatopédiatrie, mais c'est une maladie qu'il faut connaître. À l'opposé, dans ces vascularites des vaisseaux de moyen calibre, des vascularites nécrosantes des vaisseaux de moyen calibre sans syndrome cutanéo-muqueux et ganglionnaire, et c'est la polyartérite noueuse classique, la PAN dite classique, celle qui est en train de disparaître, comme je vous l'ai dit, depuis qu'on vaccine contre l'hépatite B et qu'on sécurise les produits sanguins. Le dernier groupe, qui est le groupe le plus complexe, qui est le groupe des vascularites des petits vaisseaux. Et vous voyez que là, on introduit une notion qui n'est pas une notion en deuxième niveau d'histologie, mais une notion un peu de physiopathologie. Mais simple, vous avez un deuxième niveau physiopathologique dans ces vascularites des petits vaisseaux, qui est vascularite avec hymen complexe, vascularite sans hymen complexe. Et c'est assez pertinent. Vous voyez que d'un côté, les vascularites avec hymen complexe, vous avez des vascularites, des grandes vascularites classiques, comme le purpura rhumatoïde de l'enfant et de l'adulte, comme la vascularite rhumatoïde, dans laquelle effectivement il y a un excès d'hymen complexe, une prédisposition chez les malades qui ont beaucoup de facteurs rhumatoïdes.
Même si cette vascularite rhumatoïde a tendance à disparaître, il en existe encore aujourd'hui quelques formes, et on les classe assez facilement dans cette catégorie-là. Un peu à la frontière de ces vascularités moins complexes, les vasculites ou vasculopathies, difficiles à classer, avec une cryoglobulinémie. La cryoglobuline, selon son type, peut donner simplement une maladie thrombosante intravasculaire ou de temps en temps une maladie de la paroi et de la thrombose. C'est pour ça qu'elle est placée de façon un peu ambiguë dans cette classification, mais il est difficile de la classer autrement. Retenez en tout cas qu'en cas de vascularite des petits vaisseaux, quand il existe un peu de thrombose, un peu de vasculite, donc un peu d'inflammation de la paroi, pensez à chercher une cryo. C'est un raisonnement que vous devez avoir. L'autre volet, 3 maladies, c'est les vascularites des petits vaisseaux, qui peuvent être parfois des vascularites des vaisseaux de moyen calibre, qui ne s'associent pas à des immuns complexes, mais qui s'associent à un marqueur très important des vascularites, de ce groupe-là de vascularites, qu'on appelle les ANCA, ANCA pour anticytoplasme des polynucléaires. Donc ce sont des auto-anticorps très importants qui sont la marque de fabrique de ces 3 grandes vascularites. 3 grandes vascularites dont vous connaissez le nom, on les a déjà évoquées, et qui se caractérisent là par un niveau histologique. Vous avez 2 vascularites granulomateuses, l'une qu'on appelle le syndrome de Sturge-Strauss, qui est une vascularite granulomateuse avec hyperéosinophilie, dont le tropisme est surtout pulmonaire, et dont le signe inaugural, très curieusement, est souvent l'asthme. Donc schématiquement, c'est un malade asthmatique qui développe des signes systémiques, cliniques et biologiques, une atteinte pulmonaire interstitielle, et chez qui vous voyez augmenter l'éosinophilie et éventuellement apparaître les ANCA. La deuxième maladie granulomateuse célébrissime de M. Wegener, la granulomatose de Wegener, qui est probablement la vascularite la plus sévère, qui se traduit par une vascularite granulomateuse et un tropisme que je vous ai décrit un petit peu, essentiellement sino pour les sinus pulmonaires au départ, et puis dans un deuxième temps plus vasculaire, avec une atteinte de type hémorragie alvéolaire et une atteinte glomérulaire vasculaire qui fait la gravité de la maladie. La dernière vascularité en cas, elle n'est pas granulomateuse et c'est la petite sœur de la périartérite noueuse dont j'ai parlé. L'ex-PAN, en fait, a été découpée en PAN classique que j'ai cité, vascularite des vaisseaux de moyen calibre précédemment, et a été subdivisée en une autre entité, qui est celle-là, qu'on appelle la polyangite microscopique, qui est une micro-PAN, on l'a appelée un peu comme ça à tort, micro-PAN, qui a la particularité, contrairement à la PAN classique, de toucher le rein de façon dominante et de s'associer à des ANCA. Donc très schématiquement, vous avez d'un côté la PAN macroscopique classique, maladie des vaisseaux de moyen calibre, sans ANCA, et d'un autre côté, la polyangélite microscopique micro-PAN, surtout un tropisme rénal et des ANCA dans la majorité des cas. Donc vous voyez cette classification de Chapel-Hill avec un deuxième niveau qui est un niveau soit physiopathologique, soit histologique, permet la classification très cohérente des vascularites en une dizaine de vascularites. Donc n'ayez pas peur des vascularites, ça n'est pas comme les myopathies, 5000 myopathies différentes, ça n'est qu'une dizaine de maladies qui ont chacune une typologie clinique, histologique éventuellement, et biologique, on en reparlera un tout petit peu avec les ANCA. Le dernier commentaire très important dans cette classification, c'est qu'il existe, et ce n'est pas encore, à mon sens, très clairement écrit, mais il existe 2 situations à part, qui sont pour moi le B7 et la thromboangite de Burger. Pourquoi ces 2 maladies qu'on classe souvent comme des vascularites doivent être classées à part? Voilà l'argument pour le B7. En fait, le B7, quand je dissèque le B7, que je pense être une maladie auto-inflammatoire plus qu'une vascularite, c'est une maladie qui se caractérise par des lésions d'authentiques vascularites, il est vrai, dans la rétine et dans certains viscères, par des lésions de thrombose qui ressemblent curieusement de temps en temps à de véritables syndromes des antiphospholipides, et aussi, et c'est la vraie marque de fabrique du B7, par des véritables lésions neutrophiliques, ce qui est quand même très particulier. Je vous rappelle un signe tout simple, qui n'est pas si fréquent que ça dans nos B7 autochtones, qui est la pseudofolliculite, ou la folliculite qui apparaît après une piqûre, notamment la prise de sang. Quand on analyse ces lésions-là, quand on analyse les lésions digestives du B7 qui ressemblent aux lésions de la maladie de Crohn, il est parfois pas si simple que ça de différencier un Crohn d'un B7 digestif, ce sont des lésions à polynucléaires. Donc à mon sens, c'est une maladie assez particulière, avec 3 volets. Je ne sais pas quel est le volet, d'où vient l'œuf ou d'où vient la poule aujourd'hui, mais je préfère classer le B7 un peu à part, donc à la frontière des vascularites et des maladies auto-inflammatoires. La deuxième vascularite, vasculopathie
si je reprends ma terminologie que je classe à part, est la maladie de Burger, la fameuse thrombongite de Burger, parce que quand vous analysez précisément cette thrombongite, il n'y a pas véritablement de vascularite. Il y a peu ou pas d'inflammation de la paroi vasculaire. Il y a de la thrombose, la définition le dit. Il y a de la vasoconstriction vasculaire par le tabac, c'est quasiment dans la définition de la maladie. C'est typiquement le jeune homme fumeur qui fait des lésions des membres inférieurs, soit la phlébite, soit l'atteinte vasculaire artérielle. C'est à la frontière de la vascularite. C'est une maladie particulière, une vasculopathie, que je rapprocherais presque un peu de l'HTA, de l'hypertension artérielle pulmonaire, maladie de la paroi, mais pas forcément maladie inflammatoire de la paroi. Donc je crois que ces deux entités, souvent classées dans les vascularites, méritent d'être isolées. Toutes les autres, les 10 autres que j'ai citées, sont clairement des maladies vasculaires de la paroi, de mécanismes divers, comme je l'ai expliqué. Dernier volet sur les aspects cliniques, la biologie. Donc la biologie qui vient conforter votre impression clinique. La biologie, d'abord, rappelez-vous qu'il y a des éléments biologiques non spécifiques. J'ai parlé du syndrome inflammatoire qui est quasi constant dans ces grandes vascularites systémiques. Quasi constant. La seule situation où vous n'avez pas forcément de syndrome inflammatoire systémique sont les petites vascularites cytoclasiques, celles des petits vaisseaux de la peau, qui sont d'ailleurs rarement des maladies inflammatoires, mais plus souvent des maladies ou iatrogènes ou allergiques. Deuxième point, l'hyperéosinophilie. Regardez les éosinophiles. Je vous rappelle un truc très didactique, le signe de la croix. Rien à voir avec le signe de la croix, ce n'est pas un signe ostensible d'appartenance religieuse, mais quand vous regardez votre numération, vous faites une petite croix et vous mettez dans les 4 parties de la croix le chiffre en valeur absolue, en haut des polynucléaires neutrophiles, à côté des lymphocytes, en bas des éosinophiles et de l'autre côté des monocytes. Et vous êtes sûr d'écrire le chiffre qu'il y a sur votre numération. Et il n'y a que comme ça que vous ne louperez pas l'éosinophilie à 570. Sinon, vous n'allez pas la voir. Votre œil va photographier le chiffre total des leucocytes, il va photographier le chiffre des poly, des lymphos, il ne regarde quasiment jamais le chiffre d'éosinophiles ou de monocytes. Je vous le parie, je le fais. Comme Thierry, je fais des petits tests avec les internes et les externes. Je vous mets une monocytose, ou mieux, je vous mets une absence totale de monocytes dans une numération, personne ne la verra, même s'il y a 0 monocyte. Donc, regardez, faites le petit signe de la croix et vous trouvez l'hyperéosinophilie. Et pensez aussi, dans cette situation, à l'atteinte glomérulaire. L'élément spécifique pour le diagnostic des vascularites sont les ANCA, anticytoplasme des polynucléaires, dépistés par une technique très simple, qui est l'immunofluorescence. On prend des plaques de verre, on étale des polynucléaires humains, on dépose le sérum des malades. Si le sérum de votre malade possède des anticorps anticytoplasme des polynucléaires, vous voyez fluorescer le cytoplasme de ces cellules-là. Noyau bilobé des polynucléaires, le cytoplasme fluorescent. Les deux aspects qu'on décrit est un aspect diffus, qu'on appelle C, cytoplasmique diffus, CNK, ou un aspect périnucléaire, de regroupement périnucléaire de la fluorescence, sur la partie gauche de la diapositive. Ces deux aspects sont en fait évocateurs de la spécificité antigénique des ANCA. Cette spécificité, il ne faut pas se casser la tête, il n'y en a que 2 qui nous intéressent en pratique clinique. C'est la spécificité dirigée contre la protéinase 3, enzyme cytoplasmique du polynucléaire, ou la deuxième, contre la myéloperoxydase, MPO, également enzyme du cytoplasme des polynucléaires. Seules ces 2 spécificités nous intéressent. Elles doivent être recherchées systématiquement si l'immunofluorescence montre des ANCA. Ne vous arrêtez pas au stade C-ANCA, P-ANCA. La notion de C et de P-ANCA n'est qu'une notion de fixation à l'éthanol. Pourquoi c'est P et pourquoi c'est C? C'est tout bête. C'est quand vous fixez les polynucléaires sur la lame de verre avec de l'éthanol, vous avez la myéloperoxydase qui, sous l'effet de l'éthanol, se contracte autour du noyau. Et donc la fluorescence ne sera que périnucléaire. En revanche, la protéinase 3, sous l'effet d'éthanol, reste cytoplasmique diffus. Donc ça n'est qu'un aspect biochimique banal qui n'a aucune connotation immunologique. Donc il faut, quand vous avez des ANCA, il faut faire une recherche spécifique en ELISA, c'est la technique utilisée, d'anti-PR3 et d'anti-MPO. La prévalence de ces ANCA dans les vascularites, les ANCA ne sont utiles qu'au diagnostic des 3 ou 4 grandes vascularites que j'ai citées. Vous voyez dans ce tableau, vous ne retrouvez des ANCA que dans le Wegener, la polyangite microscopique, la maladie de Schurger-Strauss. Dans toutes les autres vascularites systémiques, il n'y a pas d'ANCA. Premier point. Deuxième point, vous voyez qu'il y a une sorte de typologie selon la vascularite. Les unes, le Wegener, très anti-PR3, et la polyangite microscopique, beaucoup plus anti-MPO.
Alors ça, c'est un vieux dogme décrit et qui est probablement vrai, mais je vous cite, et il faut penser aux Chinois de plus en plus aujourd'hui, il faut penser chinois, pas encore parler chinois, mais ça va être la prochaine étape, penser et parler chinois. Vous voyez que dans une étude très bien faite de 500 vascularites à Ankara, ça fait rêver, probablement monocentrique en Chine, vous avez 89 Wegener et vous voyez que la typologie des encas dans une population chinoise est l'opposé de celle qu'on observe dans les populations européennes. Pour des raisons qu'on ne comprend pas aujourd'hui, mais potentiellement pour des raisons génétiques et d'environnement. Mais ça n'est pas très original de le dire comme ça. Donc, retenez notre typologie dans nos pays occidentaux, mais sachez que cette typologie peut être remise en cause dans d'autres pays, en particulier la Chine. Les encas, en dehors de leur intérêt diagnostique que je viens de décrire, 3 points forts. On est un peu dans la physiopathologie, mais une physiopathologie simplissime. Les encas qui existent au cours des vascularites, qui sont cause ou conséquence, je ne sais pas très bien, personne ne sait très bien. Quoi qu'il en soit, l'enca en soi est un élément toxique. Capable d'activer le polynucléaire et d'activer le monocyte. C'est logique, sa cible est le polynucléaire. Il active le monocyte et il active le polynucléaire. Ces deux cellules vont activer et léser la cellule endothéliale étant le tapis élémentaire du vaisseau, d'où la lésion de vascularite. Donc vous voyez que l'enca est probablement un facteur aggravant, certainement un facteur aggravant de la vascularite, mais je le répète, ça n'est pas forcément le primum movens, mais ça peut être une conséquence secondaire aggravante de la maladie. Deuxième point qui découle de ce premier point, c'est la valeur pronostique de l'enca et surtout l'intérêt de l'enca sur le phénotype, sur la détermination phénotypique de la maladie. Je m'explique par ces notions assez subtiles mais très intéressantes. Et je l'explique simplement en prenant deux exemples. Vous avez dans le Wegener et le Schurg-Strauss, qui sont les deux grandes vascularités en cas, deux formes. Vous avez vu dans le tableau, ce n'est pas 100% des malades qui ont des encas dans ces deux maladies-là. Donc vous avez par définition des Wegener et des Schurg avec et sans encas. Si je compare les malades, c'est très intéressant. Quand je prends les Wegener sans encas, ce sont des Wegener sinopulmonaires, granulomateux, avec très peu de maladies vasculaires et très peu d'atteinte rénale, et pas d'hémorragie alvéolaire. Donc comme si l'enca, l'apparition de l'enca et l'existence de l'enca conférait à la maladie un tropisme vasculaire, de vraie vascularite beaucoup plus important. Et c'est exactement la même chose dans le syndrome de Schurg-Strauss. Quand j'ai un Schurg-Strauss sans encas, j'ai plutôt une maladie asthmatique, hyperéosinophilique, pulmonaire d'infiltrat. Mais quand mon Schurg-Strauss est associé à un encas, ça devient une vraie maladie vasculaire avec l'atteinte rénale un peu comparable à celle du Wegener. Donc c'est important, l'enca n'est pas qu'un acteur, c'est aussi un déterminant de la forme phénotypique de la maladie qui devient à ce moment-là une vraie maladie vasculaire, une vraie vascularite grave. Troisième élément controversé mais qu'il faut citer, c'est utiliser, on l'utilise, un petit personnage l'utilise, je suis mon malade, je monitore mon malade sur le taux d'enca, notamment d'antiprotéinase 3. C'était vrai jusqu'à peu de temps, mais plusieurs, je ne rentre pas dans le détail de ces études, montrent que la valeur prédictive est contestée dans des grandes méta-analyses. C'est peut-être pas aussi vrai que ça. C'est globalement vrai, individuellement c'est utilisable, mais ce n'est pas absolu. Ce n'est pas parce qu'il y a une fluctuation des encas, dans un sens ou dans un autre, qu'il y a soit rechute, soit amélioration absolue de la maladie. Dernier point sur le diagnostic, assez brièvement parce que j'en ai déjà parlé, je fais le diagnostic par la clinique, je fais le diagnostic parce que j'y pense, je fais le diagnostic par la biologie non spécifique et par la biologie spécifique, les encas, mais bien sûr, je vais mettre de l'histologie. Vous avez compris, dans la classification de Chapel-Hill, c'est important d'avoir éventuellement une histologie qui peut être soit bêtement leucocytoclasique, et pour la définition, qu'est-ce que c'est le leucocytoclasique ? C'est tout simplement une petite inflammation non nécrosante de la paroi vasculaire, un infiltrat polynucléaire tout bête. Ça peut être bien sûr de la nécrose fibrinoïde de la paroi, rappelez-vous des deux grandes vascularites nécrosantes des vaisseaux de moyen calibre, ça peut être du granulome et ça peut être de la thrombose intravasculaire associée. Vous en doutez bien, un vaisseau inflammé dont la paroi s'épaissit, vous pouvez parfaitement avoir une thrombose intraluminale secondaire. Ce n'est pas le phénomène initial. Si le phénomène est initial ou isolé, vous pensez syndrome des antiphospholipides ou cryo, c'est les deux réflexes que vous devez avoir. Le cas particulier de la polyartérite noeuse, je l'ai cité, pensez toujours dans cette situation-là au risque de microanévrismes intrarénaux avec le risque hémorragique à la biopsie rénale. Est-ce que l'imagerie aujourd'hui vient supplanter l'histologie ou la biologie ? L'imagerie vient en support important, de plus en plus important pour le diagnostic de ces maladies-là. Schématiquement, l'imagerie vasculaire, écho-Doppler, il y a quelques travaux, notamment pour la maladie d'Orton, travaux français d'ailleurs, qui ont montré que l'écho-Doppler avec
la vérification de l'effet inflammatoire dans la paroi permet de détecter la zone de l'artère touchée et permet éventuellement de guider la biopsie. Donc toutes ces techniques vasculaires sont intéressantes, en particulier l'angioscanner ou l'angio-IRM, avec une ouverture vers le PET scan, mais l'expérience qu'on a, qui est très limitée aujourd'hui, montre que le PET scan, dans son utilisation avec les traceurs d'aujourd'hui, n'est utilisable que dans les vascularites des gros vaisseaux. Inutilisable dans les vascularites des petits vaisseaux, on ne voit rien. Vous verrez une aortite, vous verrez éventuellement une atteinte des gros vaisseaux de la gerbe aortique dans un Takayasu, mais ça n'ira pas plus loin. On ne voit rien en cas d'atteinte des petits vaisseaux. Donc ça n'est pas la panacée du diagnostic de vascularite, n'est certainement pas le PET scan. Bien sûr, n'oubliez pas, mais c'est du bon sens, que tout examen complémentaire permettant de détecter un signe associé est une plus-value. Je détecte une sinusite sévère dans une vascularite, présumée vascularite, pensez au Wegener. C'est du bon sens, mais je le répète pour que pédagogiquement les choses vous restent bien. Exemple d'imagerie extrêmement spectaculaire d'aortite abdominale au cours d'une maladie de Takayasu. Vous voyez sur cette vue frontale ou cette vue transversale, vous voyez l'épaississement inflammatoire majeur de la paroi artérielle, de l'aorte en fait, qui est tout à fait typique de cette complication-là. Avant-dernier volet, et qui est important et qui est peut-être pour le clinicien un des volets le plus difficiles, que je ne pourrais pas détailler, mais je vous donne les éléments de réflexion élémentaires pour vous souvenir à quoi il faut penser. Alors il faut penser en fait à deux choses. Première chose, aux vascularites inhabituelles, celles qui n'étaient pas dans les définitions et les classifications préalables. Donc on est là dans l'atypie. Et la deuxième situation qui est encore plus intéressante pour nous et plus complexe, c'est les pseudo-vascularites. Qu'est-ce qui est le Canada Dry, ce qui ressemble mais qui n'est pas. Alors, très rapidement, qu'est-ce qui existe en matière de vascularite atypique? Je crois qu'il existe 4 catégories auxquelles il faut penser. Les premières, qui sont de très loin les plus fréquentes, mais qui ne sont que des vascularites des petits vaisseaux. C'est le petit purpura vasculaire des membres inférieurs, leucocytoclasique histologiquement, survenant après une prise médicamenteuse. C'est extrêmement fréquent. Si on raisonne en matière de vascularité et on met tout dans le même sac, c'est certainement ça qui est le plus fréquent. Il y a plein de médicaments qui donnent des vascularites allergiques. Plein. Les bêta-lactamines, des tas de diurétiques, des tas de médicaments. Je n'ai bien sûr pas fait de liste exhaustive. Une autre situation qui, à l'opposé, est tout à fait rare et exceptionnelle, qui sont des vascularites hypocomplémentémiques d'allure urticarienne, décrits par McDuffie, qui pour l'instant conserve le terme de maladie de McDuffie ou syndrome de McDuffie. Donc c'est de la vascularite à révélation clinique urticarienne associée à une consommation du complément ou une hypocomplémentémie. Plus important, très certainement, les deux dernières catégories, les vascularites infectieuses et post-infectieuses. Extrêmement difficile de les différencier. Tout dépend de la méthode utilisée pour savoir si c'est infectieux ou post-infectieux. Je ne rentre pas dans le détail, mais sachez qu'il y a une succession d'observations à la fois de maladies virales, de maladies bactériennes, pour lesquelles sont décrites des complications inflammatoires vasculaires. Je le répète, comme pour les arthrites réactionnelles, c'est un peu le même débat, soit des maladies infectieuses lentes, et il y a tout un débat aujourd'hui d'ailleurs sur l'origine infectieuse de l'athéromatose, je ne peux pas m'étendre aujourd'hui sur ce sujet qui est très intéressant, ou alors des maladies immunologiques de la paroi induites par un agent de l'environnement, c'est tout à fait possible aussi. Dernier point, ne l'oubliez pas, c'est les vascularites paranéoplasiques qui ont été décrites dans beaucoup de cancers solides, dans des cancers souvent pro-inflammatoires, le rein en particulier, le poumon. C'est un mode aussi de révélation d'une vascularite, il faut savoir y penser. Dernier point, le deuxième point, ce qui n'est pas une vascularite et qui peut mimer une vascularite. Très important de le garder en mémoire. J'ai fait simple et j'ai commencé par le plus important. Attention, en cas de vascularite ou quand vous évoquez une vascularite, n'oubliez pas les emboles septiques de l'endocardite. Les faux panarides osculaires, qui sont aseptiques ou septiques selon les séries, ou d'autres lésions cutanées qui peuvent être soit des emboles septiques, soit des réactions inflammatoires à distance. Pensez-y, ainsi qu'aux embolies de cholestérol. Vous savez que des malades avec des artériopathies sévères, ayant subi récemment un examen endovasculaire ou pas d'ailleurs, peuvent décharger et libérer dans les vaisseaux des membres inférieurs des petits emboles de cristaux de cholestérol qui viennent se localiser dans les petits vaisseaux des orteils, donner les fameux orteils pourpres avec des images cliniques et histologiques très caractéristiques. Je vous montrerai juste une image. Les maladies thrombosantes, je n'en reparle pas. Les lymphomes à localisation angiotropique, je n'en parle pas, mais il faut savoir l'évoquer. C'est un diagnostic très difficile, sévère, maladie grave, ce sont les lymphomes T du sujet jeune, pronostic souvent très, très embêtant. Pensez aussi, on reste dans le médicament, tous les médicaments à toxicité vasculaire directe.
aux dérivés de l'ergot de seigle qu'on n'utilise plus beaucoup comme antimigraineux, mais les nouveaux antimigraineux peuvent aussi donner des lésions de ce type-là, ou des molécules comme la bléomycine. Et en dernier lieu, les dysplasies artérielles qui peuvent mimer, sur le plan de l'imagerie, des lésions vasculaires. Donc il faut vraiment soyez attentifs à ces 6 diagnostics différentiels. C'est la plus-value du diagnostic de vascularite repose sur le fait que vous ayez éliminé ces 6 diagnostics-là. C'est très important et j'insiste et je mets en exergue les emboles septiques et en deuxième lieu peut-être les emboles de cholestérol. Vous voyez cette magnifique image de cristaux cholestéroliques au milieu de la paroi vasculaire. Mais vous voyez que la paroi vasculaire, vous avez compris, vous connaissez un peu l'image, vous voyez qu'elle est épaissie et un peu inflammée. Donc il y a une petite réaction vasculaire, quand même une petite vascularite réactionnelle à ces emboles de cholestérol. Et voilà un exemple de nécrose digitale sous bléomycine chez un patient traité pour un Kaposi VIH par bléomycine qui a développé une nécrose. Ça n'est pas une vascularite liée au VIH, c'est une lésion toxique du vaisseau liée à la bléomycine. Et vous voyez, juste pour casser un peu le rythme de mon exposé et finir par quelques données très générales de thérapeutique, vous voyez les bêtises qu'on peut faire. Je cite l'observation d'un malade du Lancet en 2004, hospitalisé à Amsterdam à de nombreuses reprises depuis 10 ans pour une maladie de Wegener récalcitrante, avec des arthralgies, un purpura, une néphropathie glomérulaire, une perforation de la cloison et des anti-PR3. Puis un jour, un bon médecin, un bon rhumatologue bien intentionné lui demande s'il ne consomme pas de toxiques et le malade avoue prendre de la cocaïne. On arrête la cocaïne, tout disparaît. En fait, la cocaïne est un toxique vasculaire susceptible d'induire un certain nombre de complications cliniques, mais aussi par toxicité vasculaire, d'induire l'apparition d'ANCA. Et ça, c'est une notion, j'utilise cette diapositive pour rappeler cette notion-là, que je n'ai pas encore dit. Il y a des ANCA qui ne sont pas des ANCA spécifiques des vascularites, qui sont induits par des médicaments ou des toxiques. In fine, toute toxicité vasculaire sévère qui lèse la paroi endothéliale peut entraîner l'apparition d'ANCA. L'autre exemple très célèbre, ce sont les ANCA induits par les endocardites bactériennes avec maladie vasculaire et les ANCA induits par la minocycline, par une tétracycline. C'est 30% des malades qui font un syndrome aux tétracyclines sévère, inflammatoire, qui ont des ANCA. Attitude pratique pour conclure en matière de vascularite. Confirmer le diagnostic. C'est un diagnostic d'urgence, vous devez confirmer le diagnostic, localiser la maladie, déterminer si elle est avec ou sans ANCA et essayer de caractériser histologiquement les lésions. Deuxième boulot que vous avez à faire, c'est évaluer la sévérité. Il y a un score extrêmement simple, en 5 points, très très simple, score français en plus, qui est le FFS, un score simple qui est un score de sévérité, qui n'a rien à voir avec les scores d'activité qui ne sont utilisables que dans les études thérapeutiques, les études de recherche clinique. En revanche, le FFS est un vrai score de pratique quotidienne pour diriger votre stratégie thérapeutique, qui est toujours une stratégie thérapeutique d'urgence. Ce score d'activité que je viens de citer, des recherches cliniques, le voilà, il n'a donc, je le répète, d'intérêt qu'en recherche clinique, il n'a pas d'intérêt au quotidien. En synthèse sur la stratégie thérapeutique, mais je ne peux pas faire bien sûr la stratégie thérapeutique de l'ensemble des vascularites, donc je vais faire quelque chose de très synthétique et très simple. Vous avez un certain nombre de situations, notamment la situation du traitement d'attaque et une deuxième situation qui est la situation du traitement d'entretien. En situation d'attaque, c'est assez simple, 3 plaques, une sur la périartérite noueuse liée au virus B, situation extrêmement rare aujourd'hui. On a une stratégie qui est codifiée, qui est validée, et je vous ai mis sur chacune des diapositives le niveau de preuve. Vous verrez sur les diapositives, les 4 diapositives suivantes, A, B, C, c'est le niveau de preuve. Niveau de preuve élevé de l'intérêt d'une association d'un antiviral, de corticoïdes et de plasmaphéreses dans les formes sévères. C'est ça le traitement up-to-date, optimal des PAN avec virus B, si elles existent. Il y en a de moins en moins, comme je vous l'ai dit. On a vacciné 23 millions de personnes en France. Deuxième situation, vous êtes dans la situation d'une vascularite systémique sévère, PAN, polyangite ou Schurger-Strauss, avec un score d'activité, de sévérité, un FFS à 0. Donc, sans critère de gravité. Vous voyez que la stratégie en niveau de preuve est simple. Dans cette situation-là, c'est corticoïdes seul. Première ligne, c'est 1 mg/kg, plus les mesures d'accompagnement, bien sûr, point. Si vous êtes en échec de cette première ligne, le niveau de preuve du rescue de deuxième ligne, c'est corticoïdes plus endoxan ou iburel, azatioprine. Si vous êtes en échec, là, le niveau de preuve va baisser. Je ne rentre pas dans le détail. Après, il y a des situations différentes où vous pouvez passer de l'endoxan, du cyclophosphamide IV au péros. On gagne un petit peu, mais le niveau de preuve est beaucoup plus faible. Et vous avez un certain nombre de traitements de niveau de preuve
élevée ou faible, mais dont la place n'est pas forcément bien codifiée aujourd'hui dans cette situation-là. Troisième situation, regardez bien la diapositive, on est exactement dans la même situation que précédemment, polyartérite, polyangéite ou Schurger-Strauss, mais là, avec un FFS supérieur ou égal à 1. Un critère de gravité ou une maladie de Wegener. Donc cette troisième grande situation, c'est les maladies avec un signe de gravité ou le Wegener. Là, les données de la littérature, le niveau de preuve, dans cette situation-là, le premier traitement incontournable, aujourd'hui, le gold standard, est validé corticoïde plus endoxan intraveineux 6 mois, pas plus, 6 mois. En cas d'inefficacité de cette première ligne, niveau de preuve élevé aussi, je passe, c'est très simple, à l'endoxan, non pas IV, mais Péros, et je gagne. C'est démontré en niveau de preuve A. Dans la suite de la stratégie thérapeutique, quand on est en échec de ces deux premières situations, vous voyez que le niveau de preuve est un peu moins élevé, sauf pour les immunoglobulines intraveineuses, et on peut utiliser, mais là c'est affaire de spécialistes et de discussion, un anti-TNF, un anti-B, les immunoglobulines intraveineuses, les plasmaphéreses, là vous êtes vraiment dans un traitement à la carte. L'intérêt de ce score que je vous ai cité, le FFS, que vous voyez là, qui est très simple. Vous voyez, c'est une protéinurie, une créate un peu élevée, une atteinte digestive, une cardiomyopathe spécifique, une atteinte du système nerveux central. C'est très simple. Quand j'ai au moins un de ces éléments-là, j'ai déjà un critère de gravité, je passe en FFS 1. La démonstration de l'intérêt sur juste une seule étude, vous voyez, 215 vascularites de type micropongologite, PAN ou Schurger-Strauss qui sont traités par cyclophosphamide, et je compare les malades cyclophosphamide corticoïde ou corticoïde seul. Quand je prends l'ensemble des malades, en termes de survie, il n'y a pas de différence à 200 mois. Donc, pas de différence. En revanche, si je stratifie les malades en fonction du score de sévérité avec un FFS à 2, vous voyez qu'il y a une nette différence entre les deux groupes. Et là, on voit nettement l'intérêt de l'endoxan dans cette situation-là. Ça démontre ce que je dis précédemment. Endoxan, dès qu'il y a un critère de sévérité ou que j'ai une maladie de Wegener, corticoïde dans toutes les autres situations préalables. La maladie d'Orton est un tout petit peu à part, et j'ai fait une plaque isolée pour la maladie d'Orton qui pour moi est la quatrième situation. Corticoïde, tout le monde le sait. En revanche, on ne sait pas quelle est la durée totale idéale de traitement, probablement au minimum 1 an, peut-être 2 ans. Faut-il ajouter un traitement de fond par méthotrexate et éventuellement plaquenil, et je ne peux pas omettre cette possibilité-là aujourd'hui parce qu'on est à Bordeaux, ou un traitement par anti-TNF qui pour l'instant n'est pas validé. Mais là aussi, vous savez que ça n'est pas validé, mais il est important pour vous, jeunes cliniciens, de savoir qu'il y a des études promues en France, en particulier cette étude du CRI qui s'appelle Hector, qui vise à valider l'intérêt de l'association corticoïde adalimumab versus corticoïde plus placebo dans cette situation-là. Donc à vous aussi d'être force de proposition. Si vous voyez des malades, dites j'étais au cours sur les vascularites, il y a Hector, il faut mettre un malade dans Hector. Élément d'actualité très récent, c'est l'intérêt éventuel des bolus de corticoïdes qu'on oublie beaucoup et qu'on a un peu jeté à la poubelle dans cette situation-là. C'est une étude très intéressante de niveau de preuve élevé où vous randomisez les malades bolus ou pas de bolus. Et ce qui est intéressant, vous regardez comment vous arrivez à décroître les corticoïdes et quelle va être la dose totale de corticoïdes administrée sur une longue durée. Quand on initie le traitement, cette corticothérapie, par 3 bolus à cette dose de 15 mg kg, vous arrivez en fait à baisser beaucoup plus loin la corticothérapie dans le groupe qui a eu les bolus par rapport au groupe qui n'a pas eu de bolus. Bon, c'est une étude qui est intéressante, qui est peut-être un argument pour agir vite et fort. C'est le fameux step down, stratégie agressive initiale dans ces maladies qu'on exerce dans la polyarthrite rhumatoïde et qu'on pourrait aussi envisager dans les vascularites. Tout dernier élément, je vous ai dit l'attaque et l'entretien. L'attaque, c'est très codifié. Vous avez vu, c'est très bien fait l'attaque. L'attaque, c'est niveau A, très souvent, niveau de preuve élevé. C'est bien codifié, 4 situations. L'entretien, on sait beaucoup moins de choses. Schématiquement, l'entretien, on sait qu'il faut laisser 6 à 12 mois d'entretien minimum. On sait qu'on ne doit pas laisser d'endoxan, sauf situation très particulière. Mais on ne sait pas, finalement, dans des situations particulières de maladies sévères, s'il ne faut pas prolonger ou s'il ne faut pas valoriser l'utilisation de nouvelles drogues comme le CellCept. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont assez mal connues en matière de traitement d'entretien. Néanmoins, on est sûr d'une chose, ça n'est pas la peine de laisser de l'endoxan. Ça a été démontré par une étude assez récente, étude en fait de vascularite sévère, micropongologite et Wegener, mise en rémission par du cyclophosphamide Péros et des corticoïdes, et les gens sont randomisés lorsqu'ils sont en rémission après 3 à 6 mois de traitement classique
ou ils sont maintenus sous endoxampéros, ou ils sont mis sous azatioprine. Et on regarde en fait à 18 mois quel est le taux de rechute de ceux qui ont eu l'endoxan de façon prolongée ou ceux qui ont eu le relais rapide à l'Immurel. Et bien vous voyez qu'en matière de rechute, il n'y a pas de différence, quelle que soit la maladie d'ailleurs, qu'on prenne les Wegener ou les micropongites, c'est la même chose. Il n'y a pas plus de rechute sous Immurel que sous endoxan. Donc ce n'est pas la peine de faire prendre, entre guillemets, le risque de l'endoxan que je ne décrirai pas aujourd'hui aux malades. L'Immurel est une situation tout à fait acceptable dans cette situation. Des études sont en cours, notamment sur la durée de traitement d'entretien. Vous voyez qu'il y a des études maintenant qui dépassent largement la fourchette 6 à 12 mois, des études qui sont 2 versus 4 ans, ou des études avec des nouvelles drogues, comme l'acide mycophénolique qui est en cours, pour lequel on n'a pas encore l'analyse finale. Je finis par des petites astuces, parce que c'est toujours la plus-value qu'on peut vous apporter dans ces situations-là. Et souvent, ce n'est pas dit. Et je citerai 4 petites astuces à rebrousse-poil. La première, elle est simple, parce que le rhumatologue manie beaucoup le méthotrexate, et le consensus chez les gens qui traitent beaucoup de vascularite est de ne quand même pas en mettre chez les gens qui ont une insuffisance rénale sévère. Insuffisance rénale sévère, c'est plus de 200 micromoles de créate. Donc pas de métaux dans cette situation-là. Deuxième petite astuce, qui est validée, qui est de bon niveau de preuve, n'oubliez pas d'anti-agréger au minimum, voire d'anticoaguler vos maladies d'Orton avant le début des corticoïdes. Vous éviterez un certain nombre de complications immédiates et un peu plus retardées. Troisième élément important, qui est connu depuis peu de temps et qui est validé aussi par un niveau de preuve élevé, le Wegener, ça thrombose. Ça thrombose plus que dans la situation normale. Donc il faut là aussi ne pas hésiter à anticoaguler un Wegener au départ. C'est une complication grave de la maladie qui a été bien démontrée. Et dernier point, dès que vous utilisez de l'endoxan dans une vascularite systémique, il faut penser à toxoplasmose, pneumocystose. Les 2 complications infectieuses gravissimes, mortelles. J'ai eu 2 morts, une de toxocérébrale, une de pneumocystose. Il faut y penser et il y a une façon simple d'y remédier. Vous mettez systématiquement dans cette situation du Bactrim. Du Bactrim en prophylaxie. Bactrim qui a donc l'efficacité prophylactique à la fois sur la pneumocystose et sur la toxocérébrale. En conclusion, les vascularites, et j'espère vous avoir montré tout l'intérêt de cette maladie, et finalement le fait que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il faut démystifier pour le rhumatologue la complexité des vascularites. Aujourd'hui, c'est des maladies qui sont bien connues, bien classées, dont on connaît assez bien la physiopathologie, dont on sait faire le diagnostic avec tous les outils que j'ai montrés et qu'on sait prendre en charge. Mais il faut y penser et agir vite. Je pense que le rhumatologue est là pour agir en collaboration, et c'est un point d'intérêt pour toutes ces maladies rares aujourd'hui, avec des centres nationaux labellisés. Et vous savez qu'il y a un centre qui a le label vascularite systémique, qui est le centre de Loïc Guvin à Cochin, qui d'ailleurs édite un certain nombre de documents. Il y a un site qui est très très bien fait que vous pouvez consulter. Quand vous aurez bien consulté le site du COFER, vous aurez le droit d'aller sur ce site-là. Et vous pouvez y trouver des éléments intéressants. Et d'ailleurs, contactez le centre en cas de question. Je pense que les gens répondent très facilement à